Les historiens, les personnes comme moi qui sont autodidactes, nous faisons un travail pour rétablir la vérité historique, pour faire connaître la réalité. Et il y a des gens qui viennent et en un film, ils balayent tout. C'est rempli de mensonges. Et beaucoup de personnes qui n'auront pas le réflexe d'aller rechercher le vrai du faux vont croire que c'est ça l'histoire d'Amina. Donc je vais me permettre de corriger quelques petites choses qui ont leur importance en termes de précision historique. Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Bonjour à tous et à toutes, je démarre direct en vous disant bravo, bravo d'être encore là, bravo d'être arrivé en 2022 parce que très sincèrement, ces 2 dernières années, 2020-2021, oh my God, on a tous morflé. Pour certains d'entre nous, on a malheureusement laissé des êtres chers derrière nous qui n'ont pas survécu. Donc ceux qui sont arrivés jusque-là, on a du mérite, on s'est accroché. La vie nous a épargnés. Merci la vie. On continue, on s'accroche. Et 2022, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, 2022, on écrase ça. On va réussir individuellement et on va réussir collectivement. Donc voilà, c'est mon petit message d'accueil pour bien démarrer. Alors, en parlant de démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une grande nouvelle. Je vais déménager de YouTube. Petit à petit, progressivement, donc pas de panique, il y aura encore pas mal de contenu en 2022, mais petit à petit, je suis obligée de déménager, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, la censure qui pèse là, lourd, depuis des années, je n'en peux plus. C'est-à-dire que je produis un contenu qui vous intéresse, puisque énormément d'entre vous êtes abonnés à la page, et pourtant, YouTube ne vous prévient pas. Pour une grande partie d'entre vous, ne vous prévient plus des nouvelles vidéos, pas de notification, je n'apparais pas dans le feed, ça suffit. Donc pour couper court à cette tyrannie de il faut faire ci ou ça pour être vu sur YouTube, il faut proposer ci ou ça, si on n'est pas dans tel carcan, on est un peu boycotté, on est mis de côté, si on utilise tel mot, si on traite tel sujet, on est boycotté. Pour pallier à ça, je pars. La deuxième raison, c'est que financièrement, ce sera beaucoup plus intéressant pour moi de vous faire souscrire à un abonnement pour la modique somme de 2 €. Alors, pourquoi un abonnement payant? Tout simplement parce que, je l'ai déjà répété, mais pour ceux qui ont raté l'info, ce que je produis, ça a une valeur. Et ça mérite salaire parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'investissement. D'autant plus que désormais, je ne me consacre qu'à ça, c'est-à-dire vous produire du contenu, que ce soit sur YouTube, sur la maison d'édition, sur Instagram et bientôt via le documentaire. Le problème, c'est que quand je mets en libre accès sur YouTube, beaucoup d'entre vous ne pensent pas, n'ont pas le réflexe de rémunérer les vidéos, de rémunérer ce qu'ils consomment. Et souvent, ce sont les mêmes qui font l'effort de rémunérer mon contenu. Ce sont les mêmes, alors que tout le monde en profite. Donc cette fois, ce sera beaucoup plus équitable. Ceux qui profitent du contenu Grandeur Noire sont ceux qui participent au soutien de Grandeur Noire. Je pense que tout le monde a au moins 2 € par mois à investir dans la connaissance. Et surtout, sans me vanter, dans des connaissances que vous ne retrouvez pas forcément partout. Voilà pour la grosse nouvelle de 2022. Petit à petit, j'espère pouvoir emmener mon public Grandeur Noire vers cette nouvelle plateforme. Et je vous le dis très sincèrement, c'est pas que pour Grandeur Noire. Il va falloir à un moment donné enlever le pouvoir qu'on donne aux GAFAM. Il va falloir déstabiliser leur monopole parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va cesser cette censure qui sévit partout sur Internet et qui est de plus en plus oppressante. Du coup, pour ceux et celles qui sont intéressés, ça commence dès maintenant. Vous allez trouver un lien en barre d'infos. Hop, vous cliquez, vous vous abonnez, c'est mensualisé, vous vous en occupez plus pour l'année, 2 € par mois et vous aurez tout plein de contenu. C'est parti pour la vidéo, la véritable histoire de la reine Amina. Don't be afraid. I am Amina. I fear nobody.
Alors la reine Amina, ça fait des années que j'admire son histoire qui est totalement épique et que j'espère un film parce qu'on a en fait toutes nos histoires méritent des films. Du coup, je peux vous dire que quand j'ai su l'annonce du film nigérian qui sortait sur la reine Amina, pendant des mois, j'ai fait des petites croix sur mon calendrier pour compter les jours et ensuite les heures. Je vais revenir sur le film en fin de vidéo parce que là, faut que je commence tranquille. La reine Amina mérite que vous la connaissiez. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est non seulement dans le livre My Type of Badial que j'ai écrit en 2019, mais en plus, c'est le deuxième personnage du livre, ok? Donc si vous ne connaissez pas encore le livre, je récapitule. Maison d'édition Grandeur Noire. En un clic, là, dans la barre d'infos, vous avez un livre avec 42 portraits féminins, dont la reine Amina. Et comme ce livre s'adresse particulièrement aux enfants, s'il vous plaît, l'histoire elle sera beaucoup plus concise dans le livre que cette vidéo. Donc c'est idéal pour faire découvrir le personnage à nos enfants. La reine Amina est également sur la collection de pulls Grandeur Noire. J'ai d'abord lancé cette collection en 2020. Je me suis fait attraper par une rupture de stock que je n'avais pas vu venir. Ça a été compliqué à remettre en place puisque je suis partie pour le repérage. Donc pour la faire courte, la collection est revenue là en décembre 2021. Il reste quelques modèles, allez-y. Et c'est également un moyen de la faire connaître. C'est le moyen de susciter des questions. Ah ben tiens, il est beau ton pull, c'est qui? Et hop là, comme on a regardé la vidéo Grandeur Noire ou qu'on a lu le livre My Type of Badial, on est capable de dire en 2 mots, en 2 phrases, qui était la grande reine Amina. Avant de vous expliquer exactement qui c'est, je fais une parenthèse. Parce qu'au-delà d'avoir attendu un film, ben en fait, c'est juste une représentation que j'aurais aimée. Et je pense qu'à travers la bande dessinée, c'est également un excellent moyen de faire connaître notre histoire à nos jeunes, particulièrement à nos adolescents, lycéens, collégiens. Et justement, on a 2 frères qui font ça parfaitement, c'est-à-dire qui amènent notre histoire, qui valorisent l'imaginaire africain. C'est The Last Kamit. Ils ont créé le manga The Last Kamit. C'est un bijou. Donc s'il vous plaît, encore une fois, en lien dans la barre d'infos, cliquez et allez me découvrir ce bijou. Alors pour le coup, l'histoire est fictive, mais ça s'appuie sur énormément de références qui existent, des références africaines. Donc on suit un héros africain, au milieu de personnages africains, dans des lieux africains. Les dessins sont magnifiques, les couleurs, l'histoire est pleine de sens et de symboles. Je vais pas vous spoiler The Last Kamit, donc s'il vous plaît, le lien, cliquez. Maintenant, on est prêt pour la reine Amina et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, ça donnera l'idée à certains d'entre vous qui sont artistes aussi, comme les créateurs de The Last Kamit, de pouvoir nous faire de belles choses, des bandes dessinées, des dessins animés, des jeux vidéo. Lâchez-vous. Alors la reine Amina, tous les historiens ne sont pas d'accord sur l'année exacte, mais on va choisir 1533 parce que c'est celle qui revient le plus communément. Donc elle a vécu au XVIe siècle dans le royaume de Zazo, qui est situé sur l'actuel Nigeria. Et à cette époque, ce n'était pas encore colonisé par qui que ce soit d'extérieur à l'Afrique. Et pourtant, vous allez constater dans cet épisode à quel point ce royaume et ses populations étaient organisés, structurés, sophistiqués. Alors déjà, pour bien définir le contexte, ce royaume était situé au nord du Nigeria et c'est le peuple Hausa. Il y a beaucoup de peuples au Nigeria, mais il y en a 3 qui sont très très nombreux. Le peuple Hausa au nord, le peuple Yoruba au sud et le peuple Igbo à l'est. Pour le coup, la reine Amina appartenait au peuple Hausa. Alors pour ceux qui ne savent pas, nous les Africains, quand on se présente, traditionnellement, on doit dire de qui on vient. Quand on te demande qui tu es en Afrique, on veut pas savoir ton prénom, ton nom de famille, on veut connaître qui est ta maman, qui est ton papa, qui sont tes grands-parents, de quel village tu es originaire. Donc on va rester dans la tradition et on va commencer par la lignée de la reine Amina. La reine Amina est issue d'une femme très puissante, très intelligente. C'est certainement elle qui a transmis ce
caractère, cette capacité à diriger à sa fille. Donc la mère d'Amina s'appelait Bakwa Turunku. C'était la chef de son clan. En fait, à cette époque-là, ça fonctionnait, en tout cas dans ce royaume-là, ça fonctionnait par clan. C'est-à-dire que les familles formaient des clans. Et ces clans étaient surnommés maison untel maison. Donc par exemple, c'était la maison Turunku. Et elle, c'était la chef de la maison Turunku, du clan Turunku. Je précise dès le début de la vidéo qu'à cette époque, il n'y avait pas eu encore de colonisation islamique, britannique, chrétienne, etc. Donc le schéma traditionnel des peuples africains, c'était l'équité. La femme a autant de pouvoir, a autant de capacité que l'homme. Elle n'est pas sous-estimée, elle n'est pas opprimée. Donc, elle peut être le chef de clan sans que ce soit exceptionnel. Donc, sa mère, Amina, n'était pas la première chef de clan. Et ça n'a pas été la dernière. Du coup, la maman d'Amina, Bakwa de la maison Turunku, eh bien, elle est issue d'une famille très riche. C'était une famille de commerçants qui s'est enrichie grâce au sel, à certains métaux comme le fer, également grâce à l'élevage et à la vente de chevaux et grâce à la culture de la cola qui avait une énorme importance à l'époque et qui était très précieuse. Donc voilà, je ne vais pas avoir le temps de faire toute la lignée du clan Turunku, mais déjà voilà le profil de la maman qui a élevé Amina. Une femme d'affaires qui menait différentes entreprises et une chef de clan qui dirigeait la famille et qui disait « toi, tu seras responsable de ceci, toi, tu fais tel voyage pour aller me vendre la cola par là-bas, etc. » Alors, comme on était dans des sociétés matriarcales, on a très peu d'informations sur le père d'Amina. Finalement, la lumière est plutôt mise sur sa mère et de toute façon, c'est sa mère qui l'a élevée, c'est sa mère qui lui a donné les bonnes directives, les bons enseignements pour qu'elle puisse à son tour, Amina, diriger. Alors attention, c'était un matriarcat, mais les hommes avaient quand même leur place et leur importance. À l'époque, les rôles étaient complémentaires et nos populations avaient bien compris qu'il faut être complémentaire et non en compétition. Du coup, le grand-père d'Amina a eu une énorme importance parce qu'en fait, c'était un chef. Du coup, il avait des connaissances politiques et militaires et il les a enseignées à Amina très tôt parce qu'il a remarqué très tôt qu'elle avait tout simplement de très grandes compétences pour monter à cheval, pour manier l'épée et pour le combat au corps à corps. Du coup, Amina a reçu des enseignements très précieux de son grand-père et c'est ce qui va définir sa destinée. Pour autant, Amina n'était pas enfant unique. Sa mère a eu 3 enfants. Amina a été l'aînée, mais il y a son petit frère Karama et ensuite la dernière petite sœur Zaria. Les 3 ont reçu cet enseignement politique et militaire de leur grand-père, mais Amina a vraiment montré un don. En fait, elle était tout simplement surdouée pour la stratégie militaire, pour le combat. Et en plus d'être extrêmement douée, elle aimait ça. Du coup, à force d'être la meilleure disciple de son grand-père, eh bien, dès 16 ans, Amina a reçu des responsabilités. C'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure, son grand-père était chef. En fait, il faut le voir comme ceci. À l'époque, il y avait le royaume. On va dire qu'il y avait le roi qui, l'équivalent aujourd'hui d'un président. Et son grand-père était l'équivalent d'un maire. Donc, c'est lui qui dirigeait une certaine commune, une certaine partie du royaume. C'est l'équivalent président et maire actuellement. Du coup, elle a reçu la responsabilité de faire partie du conseil. Donc, c'est l'équivalent du conseil municipal actuel. Eh bien, elle aurait été conseillère municipale aujourd'hui. Et à l'époque, elle a reçu cette responsabilité de faire partie du conseil de la chefferie que son grand-père dirigeait. Alors ensuite, il y a un basculement en 1566. Donc, d'après les dates, elle a 33 ans. C'est la plus grande, je rappelle. Son jeune frère reprend la tête du clan Turunku. C'est à lui que revient la succession, l'héritage, le fait de diriger. Et à l'époque, le royaume, il y avait une sorte de vote en fait qui se faisait entre tous les grands chefs du royaume pour choisir le prochain successeur au trône. C'est-à-dire que le trône n'était pas nécessairement transmis de parents à enfants, tout simplement parce que dans ce royaume-là, on accédait au plus grand pouvoir grâce au mérite. Si on avait montré de la sagesse, si on avait montré de la diplomatie, si on était en état de
protéger le royaume correctement et de faire passer l'intérêt du peuple avant le sien. Donc il fallait démontrer tout un ensemble de qualités au fur et à mesure des années et ensuite il y avait comme une sélection parmi les favoris. Il se trouve que le petit frère d'Amina faisait partie des favoris, c'est lui qui a été choisi pour reprendre le trône après la mort du roi. Ce qui va se passer, c'est que son frère Karama va se lancer dans des campagnes militaires pour vraiment asseoir son pouvoir et il va emmener sa sœur Amina avec lui partout parce qu'il sait l'atout qu'elle représente. Et il a eu raison parce qu'ils sont sortis victorieux de toutes leurs conquêtes. Malheureusement, le frère d'Amina va finir par décéder au bout de 10 ans de règne, donc quand même assez jeune. Et c'est Amina qui va reprendre le trône. Parce que pendant tous ces 10 ans où ils ont mené conquête sur conquête victorieuse, Amina s'est fait connaître tant sur le champ de bataille que dans la sphère politique comme étant vraiment exemplaire, comme étant une chef d'armée inégalable. Donc voilà, elle est élue, les reines du royaume lui sont remises. Amina était une dingue de la guerre. Donc en fait, elle a passé toute sa life à faire la guerre. 34 ans de règne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a 34 ans de règne, plus les 10 ans où elle a fait la guerre déjà avec son frère. Donc clairement, elle n'avait pas le temps pour aller choisir le liquide vaisselle, savoir quel est le programme de la machine à laver, non. Une vraie légende s'est construite autour de soi-disant amants d'Amina, de soi-disant comportement de la reine Amina, mais en réalité, dans les faits, il n'y a rien sur sa vie sentimentale. Donc clairement, tout le reste a été inventé, mais ce qu'on sait, c'est que ça ne l'intéressait pas. À chaque fois qu'elle s'est prononcée dessus, à chaque fois qu'on a fait pression sur elle pour un mariage, ça ne l'intéressait pas. D'ailleurs, elle n'a pas eu d'enfant. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi le réalisateur nigérian qui a fait le film sur Amina a donné une telle importance dans le film à une relation amoureuse qui n'a jamais existé, ou en tous les cas, qui n'est pas du tout archivée, qui n'est racontée nulle part en fait. Donc c'est quelque chose de totalement inventé, qui a pris 75%, si ce n'est plus, du script. Mais le pire, c'est de montrer cette grande femme si puissante qui se jette dans les bras du gars au bout de quelques minutes qu'elle le connaît, quoi. C'était pas du tout les mœurs de l'époque. Donc déjà là, c'est un gros manque de respect envers nos ancêtres de nous faire croire que c'était les mêmes mœurs qu'aujourd'hui, à se précipiter, à s'embrasser, à coucher ensemble. Ça ne fonctionnait pas comme ça. Et je suis pas sûre que là où elle est actuellement, la reine Amina ait été enchantée de découvrir qu'on la dépeint comme une amoureuse naïve et une amoureuse qui se jette dans les bras non seulement de quelqu'un qu'elle connaît à peine, mais en plus d'un ennemi de son royaume. Pour revenir à la reine Amina, elle est élue reine, pas uniquement pour ses conquêtes, pour ses qualités militaires, mais également parce que c'est une grande diplomate. Et ça, on le dit très peu, mais en fait, c'est quelqu'un qui négociait, c'est quelqu'un qui pacifiait aussi énormément. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, notamment les chefs d'État africains exemplaires. En fait, ce qu'on retrouve comme mentalité du nord au sud de l'Afrique, de l'est à l'ouest, avant que les envahisseurs étrangers n'arrivent coloniser nos esprits, eh bien, avant, ce qu'on retrouvait comme esprit politique, c'était d'agrandir le territoire pour pouvoir unir les différents peuples. Parce que très souvent, il y avait des petits royaumes ou des petites chefferies qui se faisaient la guerre, qui ne s'entendaient pas. C'était la discorde. Et cette discorde empêchait de s'enrichir, empêchait de se stabiliser, empêchait de pouvoir vivre sereinement. Il fallait tout le temps être sur le qui-vive d'une attaque. Donc ce que tous nos grands chefs ont fait, que ce soit l'Empire Songhai, l'Empire Soulou, l'Empire Mandingue, à chaque fois qu'on a eu un génie de la guerre qui a étendu le royaume, il a toujours pacifié. Ça a toujours été le but premier. Pacifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, je t'ai conquis, je ne vais pas forcément t'écraser. Je ne vais pas t'anéantir. Je ne vais pas te mettre en esclavage. Je ne vais pas t'exploiter. Je vais faire de toi mon allié. On va travailler ensemble. On va apprendre à travailler main dans la main. Même si on ne s'aime pas, on va se respecter pour travailler ensemble et pour que chacun puisse vivre correctement et se développer intelligemment. C'est ce qu'elle a fait. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle a conquis un territoire, elle en a fait son vassal, mais pas de façon tyrannique. Elle a lâché du lest. Donc, elle a laissé, si c'était un roi, le roi avoir une certaine autorité, mais en lui payant quand même un tribut et en lui proposant une protection puisqu'elle est plus forte que lui militairement. Donc au final, royaume après royaume, elle a énormément agrandi la superficie qu'elle avait reçue de base. Et comme elle a réussi à ramener une entente entre tous ces royaumes-là, les guerres ont cessé, les commerçants ont pu circuler en toute sécurité,
Toi, tu peux aller vendre ta cola jusque là-bas parce que t'es pas un ennemi, t'es plus considéré comme un ennemi. Toi, tu peux aller acheter des chevaux et en ramener ici. Ça a été extrêmement prospère. Du coup, son royaume s'est enrichi extrêmement rapidement. Puisqu'au lieu de vendre le sel dans une toute petite région là, parce qu'on ne me laisse pas passer là, parce qu'il y a des discordes, eh ben, je peux passer partout avec mon sel, je peux le vendre partout et je m'enrichis. Et qui dit que je m'enrichis, j'embauche des gens. Donc bref, son règne n'a été que du bénéfice pour toutes les populations qu'elle a conquises. Et comme je vous le disais tout à l'heure, 34 ans de règne, 34 ans de conquête. Elle ne s'est jamais arrêtée, elle était vraiment addicte. Et en fait, elle est décédée vers 77 ans. 77 ans, elle était encore sur les champs de bataille. Alors bien évidemment, elle était plus sur son cheval avec son épée. Elle était en retrait, dans des tentes, en train de piloter les opérations à distance. Mais quand même, il y a quand même cet esprit de « je suis sur le champ de bataille ». C'était pas forcément tout confort. Jusqu'à 77 ans, enfin... Pour nous, aujourd'hui, notre génération, ça paraît énorme, mais pour avoir vraiment été dans les villages africains, et franchement, nos parents, ils vivent longtemps. J'ai rencontré en Afrique du Sud une dame de 112 ans dans le peuple d'Embélé. Et la dame, elle était plus vaillante que moi. Elle était en train de vendre des perles qu'elle faisait elle-même, donc des colliers en perles, etc. 112 ans, elle continue de pratiquer les perles et d'aller s'asseoir avec son petit stand, quoi. Donc clairement, 77 ans sur les champs de bataille, moi j'y crois. Alors maintenant qu'on a compris qui était Amina en tant que dirigeante, donc c'était une fin diplomate qui n'a pas écrasé les autres par la force, mais qui en a fait des alliés de façon très intelligente. C'était une chef militaire hors pair, elle avait des stratégies qu'elle mettait en place qui étaient imparables et d'ailleurs ça lui a valu 34 ans de victoire avec 0 défaite. Et c'était également une commerçante hors pair puisque forcément elle a vu sa mère faire pendant des années. Mais les exploits de la reine Amina ne s'arrêtent pas là. Le plus grand qu'on lui connaît, c'est la construction d'un mur de 15 mètres. Je dis un mur, non. Il en reste un mur. Mais en fait, c'était une enceinte de plusieurs kilomètres. Alors déjà qu'on nous dit que la grande muraille du royaume du Bénin, donc cette fois-ci au sud du Nigeria, était la plus grande muraille qui ait jamais existé, bah dis donc, je veux pas voir à quoi ressemblait la muraille du Bénin. Parce que j'ai pu approcher les murs de la reine Amina. J'ai fait 2 heures de voiture, il y avait encore des parties de murs. Je vais revenir dans un instant sur ces murs parce que vraiment, il y a beaucoup à en dire. En tous les cas, elle a construit à son époque une enceinte pour protéger son territoire d'une hauteur de 15 mètres. Mais vous savez c'est quoi 15 mètres? Déjà, faites un mur de 3 mètres pour votre jardin déjà et vous allez voir qu'on ne voit plus votre maison. Donc 15 mètres, c'est prodigieux. Et attention, ce n'est pas 15 mètres autour de son palais, c'est 15 mètres autour de son royaume. En tout cas, d'une bonne partie de la capitale. Il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas de transport pour amener les matériaux. Donc je peux vous dire que pour l'époque, ça a été une prouesse de construire ça. Et il faut qu'on comprenne que les prouesses architecturales, les monuments extrêmement précieux pour notre histoire, c'est pas qu'en Égypte. Il n'y a pas que les pyramides de Gizeh qui méritent le détour, qui méritent d'être dans nos livres, qui méritent qu'on connaisse leur existence. En l'occurrence, ce mur, c'est une œuvre inestimable qui est en train d'être détruite jour après jour. Les bras m'en tombent. Comme je vous disais, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir approcher ces murs et de les voir de mes yeux et de vraiment voir en quoi ils sont faits, comment, la hauteur, enfin c'est vraiment, c'est à voir, c'est à vivre. Mais c'est un privilège parce que c'est dans une zone du Nigeria qui malheureusement est sous l'emprise de Boko Haram. Je dis pas ça trop fort pour ne pas être censurée. Bah, si, je peux dire fort puisque j'ai ma plateforme maintenant. Abonnez-vous. Cette partie du Nigeria au nord, donc l'état de Kaduna, est sous l'emprise de Boko Haram. Donc pour y aller, ça demande un certain risque, voilà, parce qu'il y a des kidnappings au quotidien. Il y a des attaques à la bombe. D'ailleurs, au moment où je devais y aller, le train qui relie Abuja, la capitale, à Kaduna, la ville où je devais aller, il y a un wagon qui s'est fait défoncer avec une bombe, avec des morts et des blessés, enfin voilà. Donc vraiment, c'est une situation très grave et très sérieuse. Je pense que c'est aux alentours de 2014, où certains d'entre vous ont entendu parler du kidnapping de plus de 200 jeunes filles collégiennes, lycéennes, primaires, par Boko Haram. À l'époque, même Michelle Obama avait repris le hashtag et avait parlé de ça, donc je pense que vous en avez entendu parler.
Tout ça pour vous dire que voilà, quand on va dans cet endroit-là, on peut être kidnappé à tout instant et n'importe où. Donc il y a quand même un gros risque. Du coup, c'est vraiment un privilège non seulement d'avoir trouvé quelqu'un pour pouvoir m'y emmener, mais en plus qu'il ne se soit rien passé et que j'ai pu en revenir saine et sauve. Je fais cette parenthèse quand même, pas pour dire ouais, j'ai bravé le danger, mais pour que vous vous précipitiez pas en mode « Oh waouh, moi aussi je veux voir les murs de Kano » et hop, j'y vais et j'ai pas tous les éléments et j'y vais n'importe comment et il se passe un truc. Donc juste, je vous dis, c'est pas tout le monde qui peut... Enfin, moi, je vous encourage pas à y aller et c'est pas tout le monde qui peut approcher ces murs-là actuellement. Donc, c'est un privilège. Bref, toujours est-il que ce que j'ai pu constater sur place m'a affligée parce qu'il ne reste que même pas 1% des murs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelques pans de murs dans la ville de Kano. Il y a quelques pans de murs dans la ville de Zaria. Voilà. Alors d'abord, ce qui est impressionnant, c'est que ces murs soient restés intacts depuis le XVIe siècle. Approcher des murs qui ont été témoins de tellement d'évolution, qui ont vu des maisons différentes, des populations différentes, des façons de s'habiller différentes. Je veux dire, si ces murs avaient des yeux, si ces murs avaient une bouche pour raconter, si ces murs pouvaient nous projeter sur un écran ce qui s'est passé en mode time-lapse, waouh, c'est inestimable. Donc vraiment, approcher des murs comme ça, c'est énorme. C'est énorme, on ne se rend même pas compte. De se dire que ces murs sont intacts après autant d'années de pluie, de toutes sortes d'intempéries, peut-être même des séismes, c'est encore là. Et dans un même temps, de constater que c'est que ça qui reste. Ils ont été démolis, soit pour qu'on reprenne les briques pour faire des maisons. Donc les gens qui n'ont vraiment pas de moyens, pas d'argent, il leur faut un toit, ils vont casser le mur et ils font leur maison avec. Et on ne peut même pas leur en vouloir. Parce que leur survie importe plus que le patrimoine de je ne sais combien de siècles, qui leur sert à rien en vérité s'ils ne peuvent pas survivre. Mais si ce n'était que ça, loger les plus pauvres, il resterait du mur. Mais non, le mur est écrasé aussi pour faire des stations-service, pour faire des parkings, pour faire des supermarchés. Et tout ça, souvent, ce sont des promoteurs étrangers. Et en fait, il n'y a aucune politique de protection, ni gouvernementale, ni au sein des mairies. Je ne sais pas comment on peut sauver le peu qui reste de ces murs. Je ne sais pas quel type d'institution peut se pencher là-dessus, peut soulever les fonds pour qu'on puisse protéger ce qui reste des murs. Ce serait vraiment dommage qu'il ne reste que des vidéos et des photos pour nos enfants et nos petits-enfants. Toujours est-il que c'est un héritage de la reine Amina qui nous prouve ce qu'elle a pu accomplir de grandiose. Alors la claque aussi qu'on prend devant ce qui reste du mur, c'est que ça a été fait en terre, en bois et en paille. Voilà. Donc pendant que nous sommes en train de mépriser nos cases en terre, en fait, ça peut être solide et ça peut défier le temps. Donc pendant que nous sommes en train de nous jeter sur du ciment, du carrelage, du PVC et toutes sortes de matériaux qui augmentent la chaleur ou qui simplement gardent la chaleur, qui ne sont pas adaptés à nos climats, on avait une façon de construire durable, solide, adaptée à nos climats. Il est temps de reprendre nos connaissances architecturales. Nous avons des architectes extrêmement doués, qui ont des connaissances traditionnelles très précieuses. C'est ces personnes-là qu'il nous faut replacer au centre de nos constructions africaines. Bon, alors je vous rassure, en 2022, je me prends la résolution de ne pas faire trop de digressions dans les vidéos, mais je me dois d'en faire une de plus, ok? On est en train de mépriser la terre, le bois, la paille, en se disant « Ah, c'est juste un mur en terre, on peut le détruire, ça n'a pas de valeur ». Mais quand c'est Versailles, quand c'est Buckingham Palace, on est là, on prend des billets d'avion, on prend des tickets à combien d'argent pour pouvoir rentrer sur le site. On fait nos meilleures photos, on se montre dans des trucs avec des ornements en or, etc. On va admirer ce que les autres ont fait. Sauf que les autres, en fait, la seule différence, c'est qu'ils préservent ce qu'ils ont fait. Ils préservent, ils mettent une valeur dessus, ils nous font croire que ça a de la valeur, même quand ça a été volé et que ça ne vient pas d'eux, que c'est du recel. Et ils nous font payer pour leurs trucs. Il nous faut même payer pour aller voir nos propres affaires. Big up le musée du Quai Branly, parce que tout simplement, ils ont mis une valeur dessus, ils ont décidé que ça avait de la valeur, et donc nous, on le croit et on y va. Et non seulement on y va, mais même on ramène chez nous. Parce que je peux vous dire, j'ai fait 1 mois au Nigeria, j'ai fait Abuja, Lagos, plein de villes. Et en fait, dans tous les magasins de meubles que j'ai vus, ce sont des sofas, des fauteuils d'imitation Louis XIV, reine d'Angleterre et compagnie.
Il n'y a que ça en fait. Et les nouveaux riches nigérians, leur salon, c'est à ça que ça ressemble. Par contre, nos artistes qui travaillent le bois, qui nous font des fauteuils sculptés magnifiques, des tables, des armoires, là, on ne regarde pas ça, on n'achète pas ça. Bon, digression terminée, je vous assure que je fais plus de digression de toute la vidéo. Mais il fallait que je dise ça, je devais le dire. 2022, s'il vous plaît, apprenons à réaliser notre valeur et à la porter au plus haut. Pour finir sur le mur de la reine Amina, parce que c'est quand même une prouesse, enfin je le répète, 15 mètres de haut et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de superficie. Oui, c'était en terre, oui, c'était en paille, oui, c'était en bois. Mais si ça a duré, c'est dû au génie de nos ancêtres mathématiciens, géomètres, chefs de chantier, architectes, ouvriers, des ouvriers consciencieux. Parce qu'on a beau avoir tout ce beau monde qui prévoit les plans et tout, si les ouvriers font n'importe quoi, le mur, il ne tient pas. Et ce n'étaient pas des esclaves. J'ai dit plus de digression, ce sera pour une autre vidéo. Alors, pour revenir sur les prouesses de la reine Amina, comme je vous l'ai dit, il y a eu le mur, mais il y a eu aussi le fait que quand elle a sécurisé les routes, comme je vous l'ai dit, elle a pacifié tout son royaume, eh bien, elle a pu développer le commerce. Et comme c'était elle-même une fille d'une famille de commerçants, eh bien, elle savait exactement les besoins des commerçants, notamment les besoins en termes de transport, en termes d'acheminement. Donc, elle a sécurisé les routes, elle a illuminé les routes aussi. Hey, non, le génie. Et du coup, comme je vous disais, les ressources de son royaume, que ce soit le sel, le fer, parce que les Haoussa étaient très connus pour la métallurgie, c'était de grands forgerons. Donc, que ce soit pour des outils ou pour des armes, le fer était très travaillé. Et du coup, on leur commandait du fer de très loin, que ce soit sous sa forme brute ou alors avec des armes ou des outils. Donc, quand certains guides dans certains endroits veulent nous faire croire que nos ancêtres se vendaient entre eux pour du fer, alors qu'avant même que les Européens n'arrivent, on acheminait le fer, on commerçait le fer, on travaillait le fer, aucun sens. Encore une fois, c'est pour ça que je prends le temps de faire ce genre de vidéo. Il faut que nous ayons la connaissance pour qu'on arrête de se laisser raconter n'importe quelle fable. Bref, plus de digression, plus de digression. Donc, Amina a développé et sécurisé le commerce du cuir, du sel, du fer, de la cola. Et justement, elle a développé l'agriculture de la cola. Et je le redis, c'était une denrée très précieuse. Donc le fait de développer cette culture, forcément ça a augmenté la richesse de son royaume. Elle a permis à sa population de prospérer. Et attention, pas que pendant ses 34 ans de règne. En fait, elle a installé un système politique qui fonctionnait tellement bien que jusqu'à présent, 21e siècle, c'est le même système politique qui est en place. Et justement, parlons-en de ses prouesses politiques. Eh bien, elle a organisé son royaume sous forme, comme je vous le disais, d'émirats en fait, sous 7 émirats. C'est-à-dire que, je vais reprendre l'image du président du pays avec tous les maires, eh bien, c'est comme s'il y avait 7 communes avec 7 maires. C'est elle qui, bien évidemment, pilotait les émirats, puisque c'était la reine, c'était la figure la plus importante et la plus puissante politiquement, mais en dessous d'elle, elle a délégué du pouvoir à 7 émirs. Et jusqu'à aujourd'hui, ces 7 émirats existent. Et il y a très régulièrement des conseils entre ces émirs dans le palais de Zaria, c'est-à-dire l'ancien palais de la reine Amina. Ce palais de Zaria est toujours debout. J'ai également eu le privilège de pouvoir le visiter et il est somptueux. Il est décoré avec des symboles Haoussa. Il y a également plusieurs fois par an des événements d'ordre traditionnel. À chaque fois, les émirs et toute leur famille portent les tenues traditionnelles Haoussa. Et en mémoire de la reine Amina, qui était une excellente cavalière, à chaque fois, systématiquement, ces émirs se montrent publiquement sur des chevaux. Donc il y a des processions majestueuses avec des tenues d'époque qui sont magnifiques, sur des chevaux qui sont décorés eux aussi, qui ont aussi leur tenue somptueuse. Bref, c'est vraiment un spectacle de couleurs, de tissus qui brillent, c'est magnifique. Assister à ça, moi j'ai pu voir une procession, il y a vraiment une nette différence entre les tenues réelles du peuple Haoussa, les chevaux, etc. et ce qu'on a pu voir dans le film.
Je vais vous parler du film tout à l'heure. Pas maintenant. Là, on est dans le positif. Prenons le positif de notre passé. On aura le temps tout à l'heure. Tout ça pour vous dire que l'organisation politique que la reine Amina a instaurée en 1500 quelque chose, c'est la même organisation politique aujourd'hui, en 2022, où je vous parle. Voilà l'héritage d'un réel dirigeant. C'est quelqu'un qui établit, qui a une vision et qui donc établit les choses sur le long terme, qui établit des choses qui sont capables de durer dans le temps, parce que ce sont des choses qui fonctionnent, et que comme ce sont des choses qui servent le peuple, eh bien le peuple l'adopte pour longtemps. Est-ce qu'on a eu ce genre d'informations dans le film afin de savoir à quel point nous avons eu de grands dirigeants? Non, il n'y a pas ces informations-là dans le film, je suis désolée. Pareil, sur le plan militaire, elle n'a pas fait que se battre, elle a amené du progrès. Elle a instauré le port de la maille de fer, ce qui agissait en quelque sorte comme le gilet pare-balles d'aujourd'hui. Elle a instauré des casques, elle a instauré des boucliers aussi en fer. Donc tout ça qu'elle a apporté, c'est un progrès non négligeable dont ses successeurs ont pu profiter. Et du coup, son royaume est resté puissant très longtemps. Donc voilà tous les apports. Et j'ai même pas le temps en une seule vidéo de rentrer vraiment dans... Non mais je rêve. Il n'y a jamais aucun avion, aucun hélico, aucun bruit quand je tourne pas. Non seulement c'est le jour où je dois tourner, mais c'est au moment où je tourne qu'il y a tous les pires bruits qui peuvent exister. Putain, c'est pas possible. Alors voilà pour les prouesses d'Amina et je vous assure que je rentre même pas dans tous les détails parce que j'en ai pas le temps en une seule vidéo. D'ailleurs, je vous laisse une bibliographie dans la barre d'infos. Donc je vous laisse vraiment tous les ouvrages qui m'ont servi pour mes recherches. Alors bien évidemment, j'étais sur le terrain, j'ai posé des questions aussi sur le terrain, que ce soit à des personnes qui vivent à Kano, que ce soit aussi à la maison Arewa, qui est un centre de recherche. J'ai pu poser des questions à la personne qui s'occupe de ce centre de recherche. Donc au-delà des livres, j'ai eu des informations orales, mais je vous mets quand même des pistes très fiables que vous pouvez aller consulter et c'est en barre d'infos. Alors l'impact de la reine Amina et son importance dans, je dirais, non seulement l'histoire, mais la culture du Nigeria, c'est énorme. Au point qu'elle est enseignée à l'école au Nigeria. Et au point qu'il y a énormément d'édifices qui portent son nom, des rues, des noms de parcs, beaucoup d'hôtels qui portent son nom, des restaurants. Enfin, vraiment, la reine Amina, on ne peut pas aller au Nigeria, en tout cas dans le nord, on ne peut pas aller dans le nord et ne pas rencontrer 3-4 fois dans la journée le mot Amina. C'est une héroïne incontournable. Elle a beaucoup de statues d'ailleurs. Moi, j'ai pu en voir 2, mais elle en a, je pense, beaucoup plus parce que dans plusieurs villes du nord, elle en a dans le sud, enfin vraiment. Et en plus, c'est une reine qui est reconnue par tous les peuples. C'est-à-dire que les Yoruba la connaissent et la respectent, les Igbo la connaissent et la respectent. Et ce qui est un exemple à reproduire, c'est qu'elle est toujours représentée dans des positions de pouvoir, de force et de prestige. Donc soit sur un cheval qui se cabre, soit avec une épée en position de combat, mais en tout cas, toujours, elle est représentée avec la force. Alors, au sein du palais de Zaria, que j'ai pu visiter, donc l'ancien palais d'Amina, il existe un portrait d'elle. Il est dit qu'il est authentique et qu'il a été peint au moment où elle était vivante, donc à son époque, et qui la représente. Et je pense que ça aussi, c'est inestimable. Et en fait, j'ai été juste choquée de voir qu'il n'y a aucune protection. On pousse une porte et hop, le portrait, il est là, à terre. À terre, il n'est pas suspendu, il est à terre au milieu d'autres tableaux, dans une poussière incroyable, il n'y a pas de lumière. C'est une espèce de KGB. Voilà, on arrive dans un endroit du palais, j'aurais cru que c'est... déjà, le palais n'est pas entretenu, ok. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'était comme partie du palais. Et voilà, j'aurais pensé qu'on aurait gardé un peu le mobilier, un peu le style. Ben non, pas du tout. Pas du tout. La devanture est très bien et je pense qu'elle est entretenue vu l'éclat des couleurs. Mais à l'intérieur... c'est catastrophique. Donc, encore une chose qui n'est malheureusement pas préservée, tout comme les murs de Kano. Et il nous faut faire attention, que ce soit l'intérieur du palais, le palais lui-même, les murs de Kano, le portrait de la reine Amina, il nous faut protéger tout ça urgemment.
Alors moi, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les moyens, mais voilà, partagez autour de vous auprès des personnes que vous savez qui peut-être peuvent faire quelque chose pour sauver ce patrimoine historique. Voilà pour la présentation de la reine Amina. Vous comprenez, je pense, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails de ce que le film n'a pas respecté, parce que vous avez compris là, pour ceux qui ont vu le film, vous avez compris que ce que vous avez vu, bah, certaines choses ne correspondent pas, mais surtout, il manque énormément de parties très intéressantes. On ne nous parle pas des progrès politiques, économiques, enfin de tous les progrès qu'elle a amenés. On ne nous parle pas du mur d'enceinte de 15 mètres qu'elle a fait bâtir. C'est-à-dire que personne avant elle ou après elle n'a fait quelque chose de pareil dans toute la région. Et on ne parle pas de ça. Alors qu'aujourd'hui, il nous reste des vestiges qui sont visibles, mais on ne parle pas de ça. Du coup, je ne vais pas énumérer en long et en large tous les manquements du film. Par contre, je vais me permettre très humblement de corriger ce qui ne correspond pas à la réalité. Parce qu'en fait, les historiens, les personnes comme moi qui sont autodidactes, qui n'ont pas de statut particulier, de historien machin, mais on fait un travail quand même de diffusion de la connaissance, nous faisons un travail pour rétablir la vérité historique, pour faire connaître la réalité. Et il y a des gens qui viennent et en un film, ils balayent tout. C'est rempli de mensonges. Et beaucoup de personnes qui n'auront pas le réflexe d'aller rechercher le vrai du faux vont croire que c'est ça l'histoire d'Amina. Donc je vais me permettre de corriger quelques petites choses qui ont leur importance en termes de précision historique. Alors je commence par les décors. L'espèce de... Je ne sais pas si c'est un palais qu'ils ont essayé de faire. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'un artiste peintre ou un plasticien pouvait faire quand même un beau travail et pas forcément pour un budget qui explose tout. Donc je ne comprends pas cette espèce de palais où il y a des murs, je ne sais pas c'est en quoi, en carton, enfin ça n'a pas l'air d'être des vrais murs, ce sont des contreplaqués. Et puis j'ai pas compris cette espèce de peinture avec des cercles et des... Alors il me semble de mémoire que c'est noir et blanc. Voilà, ça ressemble à rien. C'est pas des symboles Hausa. Ça ne ressemble pas à l'architecture Hausa. Donc déjà, dans les décors, il n'y a rien de somptueux, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de grandiose. Bon, le palais, je vous le dis, pour avoir visité ce qui reste du palais de la reine Amina, ce qui reste, hein. Alors allez voir à l'époque, on est loin. On est loin du côté somptueux, du côté fastueux. Ensuite, les tenues. Oh mon Dieu. J'ai visité, encore une fois, le centre Arewa, la maison Arewa qui propose justement un musée avec les tenues d'époque qui sont très raffinées, très sophistiquées. Les tissus sont magnifiques, c'est extrêmement bien découpé, c'est extrêmement bien cousu. C'est pas un morceau de chiffon attaché malement avec une corde. C'est pas... ce que j'ai vu dans le film... Oh, mon Dieu, excusez-moi, hein, je suis désolée, mais c'est pas du cinéma que je fais, c'est difficile. La frustration, elle sort de tous les côtés de mon corps. Ah, parce que j'ai vu à quoi ça ressemble en vrai et ensuite j'ai vu le film après. Non, les tenues, pour moi, c'est le pire, c'est les tenues. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui prend le plus de place dans le film. Sur les personnages, les tenues sont catastrophiques dans le film. Ça, par contre, non. Les tenues, quand même, s'il vous plaît. Et là, qu'on ne vienne pas me parler d'une histoire de budget. Parce que avec l'équipe Grandeur Noire, on a produit le prologue avec une somme dérisoire et des moyens dérisoires. Et les tenues étaient au taquet, les gars. Donc, quand on veut se donner un niveau d'excellence, on ne trouve pas d'excuses de budget. On n'avait pas le budget pour faire le prologue. Mais on l'a fait et à partir du moment où on décide de le faire, on fait les choses bien. On ne demande pas le truc intersidéral, on veut quelque chose de correct. Et surtout qui corresponde à la réalité quand il s'agit d'un film historique et d'un personnage historique de cette importance. Donc les tenues, il y a un gros problème. Aucune tenue n'a de symbole. Or, à cette époque, les dignitaires, les personnes riches, les personnes haut placées, portaient des symboles. Leur tenue était une carte d'identité. Il y avait énormément d'informations dans les coiffures et les tenues. On ne peut pas négliger ça dans un film historique. Surtout quand on a déjà peu de films historiques sur cette période-là. On n'en a pas. On n'a pas de repères, en fait, pour pouvoir se dire, ben, en fait, là, on sait que c'est pas vrai, mais en vrai, c'est comme ça. Non, on n'a même pas ces repères-là.
Donc la première chose qu'on va voir, énormément de personnes vont penser que c'est ça et c'est pas ça. La coiffure de la reine Amina, là, franchement, le truc dégringole de scène en scène. On dirait qu'en fait, ils ont fait la coiffure une fois pour toutes au début du tournage et puis elle a dormi avec sa coiffure et à la fin du tournage, la coiffure n'a pas supporté, quoi. La coiffure a démissionné. C'était un magma informe complètement emmêlé à certains moments. C'est pas possible. À aucun moment du film, Amina ne pouvait se permettre d'être mal coiffée ou pas coiffée ou coiffée à peu près. Ce n'est pas possible. Si vous ne pouvez pas gérer de coiffer des cheveux longs africains, mettez une coupe courte. Enfin bref, là, je ne vais pas commencer à donner des conseils sur comment il fallait faire, mais juste sachez que les coiffures ne correspondent pas aux coiffures Hausa, déjà. La coiffure que j'ai vue sur Amina et sur sa servante, ce sont des coiffures d'un autre peuple. Donc déjà, pour un réalisateur qui est nigérian, qui est censé quand même connaître les différentes cultures de son pays, c'est grave. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des processions où on voit les vraies tenues de l'époque et ça n'a rien à voir avec les chiffons qu'on nous a mis dans ce film. Les maquillages sont très approximatifs et pas du tout travaillés en fait. Et ça, c'est pareil, enfin, je sais pas, c'est pas ce qui coûte le plus dans un film, le maquillage, la coiffure et les tenues. S'il vous plaît, je veux bien les scènes de combat bâclées parce qu'effectivement, il faut des chorégraphes, il faut des cascadeurs. C'est pas à la portée de tous. À la limite, mettez moins de scènes de combat ou bien filmez-les autrement parce que ça encore, c'est une autre histoire. Les combats, là, c'est même pas médiocre, c'est ridicule. En fait, c'est risible. C'est un gag. Franchement, les scènes de combat, c'est pas possible. Il y a un moment donné, on voit une épée, l'épée se tord. Parce que c'est une épée qui est faite dans un matériau, soit carton ou je ne sais pas en quel matériau, pas solide du tout. L'épée n'est même pas droite. Donc, voilà. Donc, tout est... J'ai pas de mots. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce film. Je ne comprends pas. J'aimerais vraiment avoir les secrets de tournage et comprendre par quelle difficulté est passé le réalisateur pour nous faire ça. Et en plus, pour le proposer sur une plateforme internationale où tout le monde peut voir ça. Oh mon Dieu, la honte. Donc juste, sachez que nos tenues étaient somptueuses, nos coiffures étaient majestueuses, d'accord? Et il y avait énormément de raffinement et de sophistication chez les Hausa, jusqu'à aujourd'hui. Un autre point important, c'est que nos spiritualités africaines ne sont pas de la sorcellerie, d'accord? Nollywood s'est spécialisé dans le fait de diaboliser nos spiritualités. Il faut cesser. Donc là encore, on retrouve une sorcière qui en plus est ridicule. Elle porte des feuilles en plastique. Je sais pas, vous voyez quand même, c'est à portée de tous de prendre des vraies feuilles. Si tu veux faire un costume avec des feuilles, putain, mais excusez-moi. Je vais essayer de rester correcte, mais non, il y avait vraiment moyen de faire autrement. Là, ce sont des feuilles en plastique qui brillent au soleil. Donc déjà, au niveau anachronisme, on a pété tous les scores. Là, je pense que là, c'est irrattrapable. Je vois pas comment on peut faire pire. Nos chefs spirituels avaient une grande importance. Ils étaient respectés et surtout, ils étaient bienveillants. Bon, bref, en tout cas, pour tout ce qui est décor, tenue, coiffure, maquillage, spiritualité, enfin, représentation de la spiritualité, c'est un échec, c'est un fiasco total. Mais le plus grave, c'est même pas ça, le plus grave, au-delà de ne pas avoir mis les points marquants du règne d'Amina, le plus grave, ben, c'est tout ce qui n'a pas existé en fait et qui est dans le film. En fait, 95% du film est basé sur de la fiction, sur des choses qui n'ont pas eu lieu. Et les choses qui ont vraiment eu lieu, qui sont intéressantes et importantes à savoir, ne sont pas là. Donc en fait, je comprends pas dans quelle génération on est, parce que j'ai fait le même bilan sur la vidéo Madame C.J. Walker. Pour ceux qui l'ont manqué, allez-y. Encore une fois, on veut faire la biographie de quelqu'un et finalement, 95% de fiction. Alors que la vie de la personne est déjà intéressante en elle-même sans rien toucher. Donc là, en l'occurrence, la sœur d'Amina, Zaria, n'est pas morte comme ça. Ni à cet âge-là. Elle n'est pas morte à cause de sa sœur. Elle n'a jamais accompagné sa sœur dans des aventures, que ce soit militaire, que ce soit une mission donnée par une sorcière. Non. Non. Ensuite, on ne nous parle à aucun moment du frère d'Amina, Karama, alors qu'ils ont mené des campagnes militaires ensemble, main dans la main, dans une entente fraternelle. Pourquoi on nous l'a enlevé, ça? On ne nous parle pas du grand-père d'Amina qui l'a formé. Le père d'Amina n'a pas régné avant elle et il n'a pas été tué, assassiné par un traître. Non seulement il est africain, le réalisateur, mais il est nigérian. Il raconte l'histoire de son ancêtre nigériane.
Et le mec, je ne sais pas s'il a fait des recherches ou pas, mais le gars raconte n'importe quoi. Le gars nous montre des histoires de traîtrise qui n'ont pas existé. Pourquoi? Pourquoi renvoyer encore une fois une image négative de « on se fait la guerre, on se trahit, on ne s'aime pas ». Pourquoi? Alors qu'il y a tellement d'amour dans l'histoire d'Amina, entre son grand-père qui la forme, sa mère qui lui transmet des valeurs, qui lui transmet de la force, son frère qui l'emmène avec elle et qui lui passe le flambeau. Amina qui choisit de nommer sa capitale avec le nom de sa sœur Zaria. Il y a tellement d'amour. Non, il faut qu'on aille inventer une histoire d'amour, une histoire d'amour avec un ennemi. Il faut qu'on aille inventer une traîtrise. Pourquoi? Vraiment, je m'adresse particulièrement à toutes les personnes qui se destinent à reprendre notre histoire dans des œuvres, qu'elles soient littéraires, cinématographiques, jeux vidéo, peu importe comment vous reprenez notre histoire, s'il vous plaît, respectez les faits. Sinon, on ne va pas s'en sortir en fait, surtout entre nous-mêmes. On ne va pas s'en sortir. On lutte déjà contre le mensonge. On lutte contre la falsification. Si lorsqu'enfin, on raconte notre histoire, et franchement, c'est à notre tour de enfin pouvoir raconter notre histoire de notre point de vue afrocentré. Si on dit n'importe quoi, si on raconte des mensonges, si on met de la fiction, des choses qui n'ont pas existé et qu'au contraire, on tait des choses qui ont existé, qui sont importantes, on ne va pas s'en sortir. Donc, je ne fais pas cette vidéo dans l'esprit de critiquer. Non, c'est pas le but n'est pas de critiquer, de se plaindre. Le but est de vous exhorter à respecter les faits historiques. De vous exhorter à être excellent dans ce que vous faites ou à ne pas le faire. Si vous n'êtes pas encore prêt pour le niveau d'excellence dont on a besoin, attendez, prenez votre temps, entourez-vous correctement, trouvez le budget, mais s'il vous plaît, la médiocrité, à bas. Notre paradigme africain n'a pas besoin de mensonges. Il est vrai que Hollywood a inventé la science-fiction au cinéma parce que Hollywood a besoin de mentir. Parce que Hollywood raconte l'histoire d'une civilisation qui a tout volé aux autres. Donc, il faut que Hollywood mente pour que cette civilisation s'approprie ce qu'elle a volé et fasse croire aux autres que c'est à elle. Il a fallu mentir. Il a fallu transformer au cinéma les Égyptiens de l'Antiquité en civilisation blanche. Il a fallu raconter des mensonges sur la Grèce antique pour la faire passer pour grandiose alors qu'elle ne l'a jamais été. Et ceux qui sont choqués par ce que je dis, allez lire Black Athena de Martin Bernal, qui vient vous dire que la Grèce antique n'a jamais été grandiose. Elle s'est bâtie sur les connaissances des Africains. Elle a imité, elle a pompé, elle s'est appropriée certaines fois, mais en aucun cas, la Grèce a émergé seule avec la philosophie, les mathématiques et tout ça. Donc il a fallu mentir, il a fallu que Hollywood mente. Mais nous, Africains, nous n'avons pas besoin de mentir pour raconter notre histoire. Nous n'avons même pas besoin de rajouter. Parce que nos héros sont déjà super puissants. Ils n'ont pas besoin de super pouvoirs, ils n'ont pas besoin de voler dans les airs, ils n'ont pas besoin de rayons laser. Ils sont déjà, c'est énorme. 34 ans de guerre victorieuse, c'est une prouesse surnaturelle quasiment. Donc on n'a pas besoin de mentir. Donc enlevons le mensonge quand on doit raconter nos récits, je vous en supplie. Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, parce que je parle beaucoup là, c'est il y a une différence entre sublimer et déformer. On peut sublimer nos récits historiques avec un excellent jeu d'acteurs, avec des décors somptueux. On peut sublimer également avec des scènes de combat magnifiques. On peut sublimer avec des effets spéciaux, mais à aucun moment on ne doit déformer ce qui s'est passé. On ne doit pas s'éloigner de la réalité historique pour rendre nos histoires intéressantes. Nous, Africains, on n'en a pas besoin. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est que ce film, essentiellement, se base sur des faits fictifs, d'accord. Amina n'a pas accédé au trône comme ça. Elle n'a pas reçu le trône de son père. Ce n'est pas son père. Ce n'est pas elle qui a demandé à être formée. Ce n'est pas un serviteur borgne, fils de sorcière, qui l'a formée. Son père n'a pas été trahi et assassiné. Elle a surtout reçu de sa mère, on ne voit même pas sa mère d'ailleurs, on ne voit même pas sa mère dans le film.
Sa sœur n'est pas morte comme ça. Elle a eu un frère qui a eu un rôle très important dans sa vie. Elle n'a jamais connu d'amoureux et encore moins dans ces circonstances et encore moins quelqu'un qui soit l'ennemi de sa nation. Elle ne semait pas la mort autour d'elle. Elle n'était pas responsable de tous les fléaux comme on a voulu la dépeindre. Elle n'était pas mégalomane et lorsqu'elle a atteint le trône, lorsqu'elle a été couronnée, ça n'a pas été un couronnement amer en mode « bon, j'ai fait tout ça pour y arriver, est-ce que ça valait vraiment le coup ?» Le trône n'a aucun sens. Tous ceux qui comptaient pour moi ici-bas sont morts. C'était pas du tout ça son histoire. Donc pour conclure sur le film Amina, si vous retirez tout ce qui n'a pas existé dans l'histoire d'Amina, il n'y a pas de film. On peut donc se poser la question, pourquoi intituler le film Amina? Peut-être que ça a été inspiré d'Amina, mais il y a eu tellement de choses de modifiées que ça n'est plus du tout l'histoire d'Amina. Je vais faire 2 conclusions. La première, c'est méfiez-vous. Quand dorénavant on nous annonce une biographie qui concerne un grand personnage de notre communauté, vérifiez, allez chercher la véritable... Des fois, vous n'avez même pas besoin d'acheter un gros livre. Hein. Des fois, vous allez sur Internet, évitez les 2 premiers liens. Souvent, les premiers liens, les Wikipédiens, tout ça. Évitez les premiers liens. Mais quand vous cherchez un petit peu, vous pouvez trouver des sites qui, en une page seulement, vous résument et vous voyez tout de suite le décalage. Ne vous contentez pas de ce qui vous est raconté au cinéma. Et j'ai envie de dire, méfiez-vous surtout quand le réalisateur est de notre communauté au final. J'ai envie de dire, on ne doit même plus en fait regarder de films qui racontent notre histoire et qui sont réalisés par des personnes extérieures à notre histoire. On ne devrait plus les regarder. Je ne sais pas si c'est une nouvelle manière d'infiltrer des mensonges dans notre histoire, mais il faut se méfier. Ne plongez pas à pieds joints en vous disant « ça y est, j'ai regardé le film sur un tel, je connais sa vie ». La deuxième conclusion, c'est que le parcours de la reine Amina mérite d'être connu, vous aurez compris. Et malheureusement, nous avons actuellement peu d'exemples de femmes qui ont régné sur le plan militaire, qui ont régné sur le plan politique et qui ont été exemplaires. Non pas que ces femmes n'existent pas, c'est juste qu'on ne connaît pas leur existence. Leur histoire est encore dans l'ombre. Le peu d'exemples qu'on a, il faut qu'on connaisse par cœur sur le bout des doigts. Et pour connaître cette histoire, que ce soit celle d'Amina, que ce soit celle d'autres personnages, que ce soit celle d'événements, il nous faut être excellent. D'accord? Je vous en supplie. Ça fait maintenant 35 ans, Papa Sankara nous a dit, la médiocrité à bas. Ne laissons plus s'installer et prospérer la médiocrité. Il nous faut boycotter, il nous faut dénoncer, il nous faut bannir la médiocrité. Donc j'en profite pour dire les histoires de « Ah non, il ne faut pas laver son linge sale en public. Ah non, il faut donner la force parce que c'est un frère de la... » Yo! La personne est médiocre, elle dégage, elle n'a rien à faire là. Elle nous fait du tort à tous. D'accord? Ça suffit. On ne passe plus l'éponge sur la médiocrité parce que si on est tombé aussi bas en tant que communauté et civilisation, c'est parce qu'on a laissé la médiocrité prendre trop de place. Alors à bas, s'il vous plaît, pardon. Et pour ceux qui vraiment n'entendent que certains messages, je vais le dire, au nom de Jésus, au nom de Allah, au nom de Bouddha, la médiocrité à bas. Donc voilà, encore une dernière citation, cette fois de Papa Diop, qui nous disait « Formez-vous, formez-vous ». Donc si vous ne savez pas quelque chose, apprenez. Si vous avez un projet de grande ampleur, entourez-vous correctement. Si vous avez des grosses dépenses à prévoir, eh bien, budgétisez et rassemblez les sous. Mais ne partez pas au combat sans être armé pour. Je vous en supplie. Soyons excellents. Donc voilà, quelle que soit votre mission, que ce soit une mission que vous recevez, que ce soit une mission que vous vous donnez, soyez à la hauteur. Notamment si votre mission concerne le fait de rendre son éclat à notre vaisseau mère, l'Afrique. Donc voilà, c'était la véritable histoire de la reine Amina. Et puis, merci à Washi Création, voilà, parce que c'est mon plastron solaire. C'est vraiment une de mes pièces préférées. Elle fait des bijoux, elle fait des vêtements, elle fait des sacs, elle fait des maris-têtes, enfin... Waouh, c'est vraiment quelqu'un de très doué. Donc, allez jeter un œil en lien en barre d'infos. Et puis, n'oubliez pas, on déménage, voilà, tranquillement. Là où on ne nous respecte pas,
On s'en va. Donc, allez vous abonner sur ma plateforme parce que la prochaine vidéo sera intégralement dessus. Elle ne sera pas intégralement sur YouTube. Alright. Sur ce, je vous donne rendez-vous sur la plateforme pour la prochaine vidéo.